Président. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues, à travers la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, nous avons l'occasion d'adopter des mesures favorables à nos concitoyens en situation de handicap. Après une première navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, nous nous réjouissons de son inscription à l'ordre du jour de la journée réservée au groupe GDR. Cela va nous permettre de débattre, je l'espère, dans un climat serein et apaisé de sujets fondamentaux. Le rattachement du poste de secrétaire d'État chargé des personnes handicapées auprès du Premier ministre depuis le début du quinquennat témoigne de la volonté de porter une politique d'inclusion ambitieuse qui s'attache à faciliter la vie de nos concitoyens en situation de handicap tout au long de la vie. Cette ambition s'est concrétisée au fil de cette législature, au cours de laquelle nous avons œuvré pour une meilleure inclusion scolaire en confortant les postes d'AESH, simplifier les démarches relatives à la reconnaissance du handicap, renforcer les droits de formation ouverts aux personnes bénéficiaires d'une RQTH. Au titre de ces mesures, qui ne sont pas exhaustives, nous ne pouvons omettre de mentionner le relèvement de l'AAH de 12%, près de 100 €. Il s'agit d'une revalorisation inédite par son niveau, 2 fois supérieure à celle intervenue au cours du quinquennat précédent. Protéger nos concitoyens les plus fragiles, cela passe à juste titre par une attention portée à l'examen des conditions matérielles dignes, justes et équitables. Ainsi, c'est en cohérence avec cette logique que notre groupe soutiendra l'adoption de la proposition de loi dans sa rédaction issue de la commission des affaires sociales. Nous saluons tout d'abord l'adoption conforme par le Sénat de 2 mesures d'importance. L'une, supprimant la majoration du plafond de cumul de l'AAH avec la rémunération garantie en ESAT. La seconde visant à relever de 5 ans l'âge maximum autorisant à solliciter la PCH, prestation individualisée ouvrant droit à des aides de nature diverse. Nous sommes également très favorables à la disposition telle qu'adoptée par le Sénat et non modifiée par notre commission, qui vise à exclure du montant des ressources servant de base au calcul de l'AAH les primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux Jeux paralympiques. Enfin, nous sommes convaincus que la mesure financière alternative à la proposition de déconjugalisation que nous avons adoptée en commission répond pleinement aux objectifs de dignité, de justice et d'équité que nous poursuivons. Les conditions actuelles de perception de l'AAH présentent, il est vrai, un bien que nous devons de corriger. Il n'est pas normal que vivre en couple soit financièrement pénalisant et que nos concitoyens soient amenés à aménager une condition de célibat administratif dans le seul objectif de s'assurer une ressource décente. Ainsi, l'article 3 que nous avons adopté en commission substitue à l'abattement proportionnel de 20% sur les revenus du conjoint qui travaille un abattement forfaitaire qui améliorera les ressources des couples avec ou sans enfants en maintenant le taux plein de l'AAH pour le bénéficiaire qui ne travaille pas jusqu'à 1 SMIC contre 1 020 € par mois à l'heure actuelle. Cet abattement forfaitaire de 5 000 € étant majoré de 1 100 € par enfant. Dans cette situation, 60% des couples dont le bénéficiaire est inactif percevront donc l'AAH à taux plein contre 45% à ce jour, soit un gain moyen de 110 € par mois au bénéfice de 120 000 foyers. Ce dispositif ne fait donc aucun perdant, contrairement à celui de la déconjugalisation qui impacterait négativement 45 000 personnes. Et ce n'est pas la disposition de droit d'option, assez incongrue, introduite par le Sénat qui réglerait ce problème, puisque la situation serait identique à l'issue de la période transitoire de 10 ans. Nous soutiendrons donc le maintien de la suppression de l'article 3 juridiquement bancal. Par ailleurs, nous ne devons pas perdre de vue que l'AAH est une allocation sous condition de ressources et qu'elle le resterait si nous adoptions un modèle de déconjugalisation. N'ayant pas de caractère universel, son versement n'est pas attaché au seul critère de niveau du handicap, mais bien de manière corollaire aux conséquences possibles que celui-ci peut avoir sur la situation financière du foyer. Aller vers la déconjugalisation impliquerait de reconsidérer totalement notre politique sociale et fiscale. Vous conviendrez que cela dépasse largement le cadre d'une niche parlementaire. Par ailleurs, nous persistons à penser qu'une telle allocation assurant un plancher de ressources prend place
aux côtés de la solidarité entre époux ou concubins reconnue par le droit civil. Il s'agit d'un fondement historique de notre politique de solidarité nationale. Chers collègues, aujourd'hui, nous ne rebâtirons pas nos politiques sociales, mais en adoptant cette proposition de loi telle qu'elle est issue de la commission, nous avons à nouveau l'opportunité d'améliorer la situation des personnes handicapées. Notre groupe sera heureux et fier d'y contribuer. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Christine Pires-Beaume pour le groupe socialiste et apparenté et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les co-rapporteurs, nous sommes amenés à débattre d'une proposition de loi du groupe Liberté et Territoires, empreinte de solidarité et d'humanité, qui, je crois, grandit la politique. L'esprit qui a animé les humanistes de tous bords politiques ou presque pour soutenir les mesures qu'elle porte font l'honneur de notre Parlement et en particulier le groupe de la gauche démocratique et républicaine qui a inscrit cette proposition de loi dans sa niche parlementaire afin d'en favoriser l'adoption. Solidarité, humanité et justice. Voilà qui ne sont pas de vains mots. Nous devons tout cela aux Français et en particulier aux plus fragiles, à ceux qui souffrent ou qui ont connu un accident de la vie. Si la crise sanitaire, économique et sociale a démultiplié les urgences, les craintes et les préoccupations de nos concitoyens, je n'oublie pas qu'ils aspirent plus que jamais à la justice et à la solidarité. Ils étaient, gardons-le en tête, des milliers chaque samedi à nous le rappeler. Cette proposition de loi est assurément l'une des réponses à ces aspirations et aux difficultés des personnes en situation de handicap, en supprimant la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH. Si l'instauration de l'AAH en 1975 était une avancée considérable, elle est aujourd'hui insuffisante, comme en témoigne le quart de ses bénéficiaires vivant sous le seuil de pauvreté ou le niveau de vie moyen des personnes en situation de handicap inférieur de 200 € par mois à celui d'une personne valide. Alors oui, le gouvernement a revalorisé l'AAH en 2018 et en 2019, mais il a en même temps abaissé le plafond de ressources pour les allocataires en couple. Au final, 100 000 bénéficiaires sont sortis du dispositif. Ce « en même temps » est une véritable régression. La PPL qui nous anime aujourd'hui propose de dépasser l'ambition initiale de 75 et apporte ainsi une preuve supplémentaire de solidarité. L'absence d'individualisation de l'AAH est profondément injuste. Elle est attendue de longue date. Beaucoup nous regardent et ne souhaitent plus dépendre d'un époux, d'une épouse ou d'un compagnon ou d'une compagne. Initialement, ce texte portait la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH, ainsi que dans son plafonnement, permettant aux bénéficiaires d'être pleinement indépendants et autonomes. Aujourd'hui, lorsque le conjoint d'une personne handicapée perçoit des revenus supérieurs à 1 200 €, le niveau de l'AAH est revu à la baisse. La déconjugalisation vise à éviter cette injustice alors que le niveau d'allocation est de 903 € à taux plein, ce qui est faible, convenons-en. Un an après le vote de l'Assemblée nationale, le Sénat avait également voté et entériné le principe de la déconjugalisation. Pourtant, la semaine dernière, en commission, le Gouvernement a décidé de revenir sur cette avancée avec le soutien de sa majorité qui l'a suivi comme un seul homme et sans scrupule. C'est une faute morale et politique majeure. Dans son amendement, le Gouvernement indique que la situation conjugale est prise en compte dans le calcul de tous minima sociaux. Partant de là, vous estimez, Madame la Ministre, que la déconjugalisation de l'AAH aurait des effets anti-redistributifs. Mais tout le problème est là, l'AAH n'est pas un minima social. Elle est une prestation servie pour pallier un handicap et permettre à celles et ceux victimes de ce handicap de retrouver l'autonomie autant que faire se peut. Finalement, l'argument est purement d'ordre financier. L'amendement gouvernemental parle lui-même, je cite, du coût important de la déconjugalisation estimé à 730 millions €. Votre « quoi qu'il en coûte » est à géométrie variable. À la place de la déconjugalisation, le Gouvernement propose une solution au rabais qui reviendrait à se satisfaire que nos concitoyens victimes de handicap continuent de dépendre d'un autre. C'est inacceptable et cela entraînera un sentiment d'humiliation alors que les bénéficiaires attendent au contraire une véritable indépendance.
Je regrette d'autant plus cet amendement que si l'Assemblée nationale ne vote pas un texte identique à celui du Sénat, cela retardera l'adoption définitive de la loi et laissera un grand nombre de nos concitoyens dans une situation de détresse. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparentés votera pour cette proposition de loi dans sa version issue du Sénat, fidèle à ses ambitions originelles, mais il se refusera à voter un texte dépouillé d'ambition par le Gouvernement et sa majorité qui, après calcul d'apothicaire, préfèrent la frugalité à la dignité. Je vous remercie.